Du coup, les amis, bonjour à toutes et à tous. Le space est enregistré. Je co-anime avec Révolution Permanente et notamment en intervenant permanent notre camarade Philippe Alcoy, qui est chargé de la situation internationale en fait pour Révolution Permanente, qui écrit non pas uniquement sur la situation en Russie et Ukraine, mais aussi, je pense que vous avez vu notamment tous les derniers articles sur la situation au Mali, à la frontière, au Niger, etc. etc. Donc voilà, on voulait faire un petit point d'étape sur ces attaques, cette entrée en guerre, si on peut dire, de cette manière-là de la Russie avec l'Ukraine, de ces bombardements qui ont commencé aujourd'hui, d'avoir aussi un regard de classe, une analyse de classe de la situation, parce que c'est vrai que ça soit dans les différents spaces qu'on peut voir ou encore ce qu'on peut entendre dans les grandes chaînes de télé, y a une analyse plutôt bourgeoise, etc., de la situation. Et nous, on voulait essayer de voilà, faire cette analyse par rapport à nous, par rapport aux exploités opprimés qui vivent cette situation-là, notamment en Ukraine, et ce que ça veut dire politiquement, ces attaques de Poutine et de la Russie. Et je laisse la place à Philippe pour introduire, pour commencer à expliquer la situation, ce qu'il faut retenir de ce tournant. Et je vous propose à celles et ceux qui ont des questions au fur et à mesure de me les envoyer par DM et je les poserai à Philippe. Voilà, merci. Vas-y, Philippe. Oui, là, vous m'entendez bien et tout? Ouais, vas-y, super. Oui, et non, je pense que on voit que la situation elle est très grave, depuis, pas seulement depuis ce matin, même si c'est depuis ce matin, cette nuit, que les bombardements ont commencé un peu partout en Ukraine. Et même si pour l'instant, il faut prendre beaucoup de pincettes parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent, beaucoup d'informations contradictoires, beaucoup de déclarations, d'informations intéressées, non, pour essayer de tirer d'un côté ou de l'autre. Mais ce qui semble un peu une vérité, c'est que la Russie a commencé à bombarder au-delà du Donbass non, pour commencer à expliquer un peu la situation, non, que la Russie a reconnu les républiques autoproclamées du Donbass là, quand il y a 2 jours. Et, et du coup, une question, c'est de reconnaître l'indépendance de ces républiques-là, et c'était un prétexte clairement pour que la Russie puisse, au nom aller maintenir la paix dans ces républiques-là face à des éventuelles attaques de l'armée ukrainienne, elle puisse déployer ses soldats, ses forces dans le territoire de ces républiques qui font jusqu'à présent partie de l'Ukraine de façon formelle, mais qui depuis 2014 ne sont plus vraiment, sont plutôt contrôlés ou très proches de la Russie. Non, mais la question, c'est que ce matin, ce qu'on a vu, c'est que l'opération spéciale lancée par la Russie ne se cantonnait pas seulement au territoire du Donbass, sinon que ça commence à aller au-delà et que même des bases militaires ukrainiennes ont été touchées par les bombardements. Et même, il y a au moins quelques rapports sur des zones civiles touchées par les attaques de la Russie. Voilà, et tout ça reste, certaines informations restent à confirmer, mais ce qu'on voit aujourd'hui, voilà, qu'on est clairement face à une agression de la Russie pour essayer de regagner le contrôle sur l'Ukraine, et en tout cas la remettre, faire céder en quelque sorte l'Ukraine et les Occidentaux aux exigences de la Russie, mais on rentre dans une situation qui pourrait escaler très rapidement vers une guerre beaucoup plus grave sur le sol européen. Et ça, c'est, je pense, la crainte de tout le monde, et même les dirigeants occidentaux.
le voit et il commence à craindre ça. Philippe, est-ce que je peux te poser juste une petite question vite fait, Oui, dans la continuité de ton introduction? Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un tournant en fait? Parce que jusqu'à présent, notamment de ce qu'on entendait de la situation dans les médias, etc., c'était plutôt que s'il n'y avait pas de reconnaissance de l'Ukraine dans l'OTAN, etc., qu'on avait l'impression, on parlait même de rencontres qui a avorté entre Biden et Poutine, mais vraisemblablement, en tout cas de notre vision à nous par en bas, on n'a pas vu de changement brusque de la situation par rapport à il y a encore 2, 3 jours. C'est-à-dire que c'était plutôt limité à l'extérieur de la frontière, etc. Et qu'est-ce qui fait que subitement, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé dans la situation qui fait que subitement la Russie ait décidé d'entrer en guerre et d'attaquer l'Ukraine? ouais, il y a plusieurs explications. La Russie et l'accumul des forces, des troupes et des matériaux militaires, des tanks, etc., à la frontière de l'Ukraine depuis plusieurs mois. Même ça avait commencé en avril 2021. Et ça s'accélérait vers novembre, décembre 2021 jusque-là. Et comme je disais, la Russie a elle a des revendications vis-à-vis de l'OTAN concernant l'Ukraine et plus en général la zone de l'ex-Union soviétique. Les revendications de la Russie sont connues de tout le monde et elle exige que l'Ukraine ne rentre pas, ne soit pas intégrée à l'OTAN ni à l'Union européenne. Elle exige aussi que l'OTAN retire ses forces, ses troupes des pays proches de la Russie qui faisaient partie, on va dire, de la zone d'influence de l'Union soviétique, c'est-à-dire les pays baltes, la Pologne, la Roumanie et beaucoup d'autres pays en Europe de l'Est. Et donc voilà, qu'ils acceptent ces conditions-là qui, pour la Russie, pose un danger pour sa sécurité. Non, ça c'est le cadre général. Et d'ailleurs, en quelque sorte, c'est vrai que l'OTAN a avancé jusqu'à très proche de la frontière russe, justement pour créer une sorte oui, de cercle pour entourer la Russie. Ça c'est vrai. Mais la question de ces derniers jours, je pense que et la Russie a fait ça dans une première phase en essayant de négocier. Elle a essayé de négocier à tel point qu'on a vu non, les appels téléphoniques avec Biden, les rencontres avec Macron, Scholz, le chancelier allemand et plein d'autres dirigeants avec Erdogan. Il y a eu une rencontre aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de moments où la Russie négociait. Mais là, je pense qu'on commence à rentrer dans une deuxième phase où la Russie est passée à l'action, est passée à l'action, et parce qu'elle n'a rien obtenu. Elle n'a rien obtenu, aucune concession de la part des Occidentaux. Donc, Poutine, Elle attendait quoi pour être clair? Parce que pour ceux qui suivent peu la situation internationale, qu'est-ce qu'attendait Poutine exactement par exemple, comme mesure de la part de l'OTAN, l'Europe? oui, par exemple, que l'OTAN s'engage à ne pas intégrer l'Ukraine à l'OTAN, quoi. Surtout les États-Unis s'engagent à ne pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et ensuite, Poutine est allé encore plus loin en demandant aussi que l'OTAN se retire de la Roumanie, et de la Pologne et des pays baltes. C'est ça qu'il attendait au moins quelques concessions autour de ça. Mais la question, c'est que les puissances impérialistes n'ont, pour l'instant en tout cas, n'ont aucun intérêt à céder comme ça aux exigences de la Russie. Je pense que même les Russes, ils savaient que ces exigences étaient les exigences maximales et que l'OTAN n'allait pas reculer comme ça. Donc le truc, c'était d'essayer de maintenir la pression forte, à haute, élevée, pour ensuite essayer de voir si, face à ça, aussi bien les Occidentaux que Kiev
pouvaient accepter et reculer, ou accepter au moins une partie des exigences de la Russie. Ça n'a pas été le cas. Donc, en plus, au milieu de toute une, une couverture médiatique, aussi des déclarations des dirigeants occidentaux comme quoi la Russie allait envahir l'Ukraine, allait à la limite la réintégrer à la Russie, etc. Donc, il y avait une situation aussi, il faut voir les contradictions d'un point de vue de la Russie, où elle avait mobilisé des dizaines de milliers, voire plus. On ne connaît pas le chiffre exact, mais on parle cette année de 100 000, 120 000, 150 000 soldats à la frontière de l'Ukraine pour essayer de mettre la pression et Poutine n'avait rien obtenu et ne pouvait pas d'escaler. Et la situation ne pouvait pas se retirer sans rien avoir obtenu. Donc il fallait, au contraire, l'option de la Russie, c'était d'aller encore au-delà. Et justement, c'est là où on est peut-être en train de rentrer dans une deuxième phase où la négociation, ça n'a pas marché. Maintenant, on va passer, c'est-à-dire à agir militairement. Agir militairement pour essayer de faire plier le gouvernement à Kiev. Il y a beaucoup d'analyses et tout qui ont eu, et certains parlaient d'une option qui était sur la table pour la Russie, qui était d'essayer d'attaquer, non pas envahir l'Ukraine, parce que envahir l'Ukraine c'est très risqué, même si cette option on ne peut pas l'écarter, mais envahir l'Ukraine était très risqué pour la Russie parce que le risque d'échec il est toujours là. Quand on a envahi un pays, les puissances impérialistes le savent très bien, notamment les États-Unis en Afghanistan, en Irak, et même la France le connaît très bien au Mali. Donc, envahir l'Ukraine pose des problèmes qu'on pourrait, d'ailleurs, je pourrais après développer plus, mais d'ordre politique, militaire et économique aussi. Donc, une des options, c'était que la Russie attaque les positions militaires de l'Ukraine pour l'affaiblir, justement, et qu'ensuite, une fois les capacités de défense de l'Ukraine affaiblies, le gouvernement doit plier. Pourquoi? Parce que l'OTAN est en train déjà de répondre à la Russie par des sanctions, mais l'OTAN ne va pas risquer une guerre d'ampleur mondiale, une guerre peut-être même nucléaire avec la Russie autour de l'Ukraine. C'est le calcul des dirigeants russes, mais aussi c'est ce que les dirigeants occidentaux ont dit dès le début. Ils ont toujours menacé des sanctions, mais jamais ils ont dit qu'ils allaient intervenir militairement en Ukraine pour défendre l'Ukraine. Donc, Philippe, oui. Philippe, si je peux t'arrêter, déjà je dis bonjour à tout le monde parce que vous êtes plus de 650 à avoir rejoint le Space depuis le début. Comme je disais en introduction, on essaye de faire un débrief le plus clair possible de la situation et de l'évolution sur ces bombardements, notamment de la Russie en Ukraine, comme nous on dit, donner une analyse de classe aussi de la situation. Il y a déjà beaucoup de questions, donc je vous ai invité au début pour celles et ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Si vous avez des Philippe, qui est notre camarade, qui est en charge des questions internationales pour Révolution Permanente, était déjà en train de commencer à expliquer la situation. Mais si vous avez des questions, vous me les envoyez en DM, les amis, comme ça j'essaie de lui répondre. Et c'est pour ça que j'ai interrompu Philippe, parce qu'il y a aussi des gens qui vraiment découvrent de plus en plus les questions internationales et qui a une question simple. On me demande, Philippe, si tu peux essayer de vulgariser le plus possible. C'est quoi l'histoire de l'OTAN en fait? D'où vient l'OTAN quels sont les enjeux en fait autour de l'OTAN? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas spécialement comment s'est créée cette organisation militaire internationale, etc. Et un peu les pays qui sont dedans. Oui, et l'OTAN est une alliance militaire créée par les puissances impérialistes, notamment dirigée par les États-Unis à l'époque de la guerre froide, et qui a impliqué au début, si je ne me trompe pas, 14 pays ou 15,
et essentiellement les États-Unis et les principales puissances européennes, et, les principales puissances européennes, pour faire face à une possible ou éventuelle, plutôt une éventuelle euh, invasion ou attaque de l'Union soviétique. Non, voilà, ça a été un instrument très important de la politique impérialiste pendant la guerre froide. Et la question qui se pose très rapidement l'Union soviétique s'est dissout, quand elle cesse d'exister, c'est que faire de l'OTAN. Et au contraire de voir que le poids de l'OTAN, qui était, non, j'insiste, c'était une alliance pour faire face à l'Union soviétique, etc. Une fois que l'Union soviétique disparaît, l'OTAN, au contraire, augmente le nombre de pays qui en font partie. Notamment à la fin des années 90 et début des années 2000, elle intègre beaucoup de pays qui viennent de l'ex-espace soviétique, que ce soit les pays baltes qui étaient directement au sein de l'Union soviétique, que des pays de ce qu'on a appelé le glacis, c'est-à-dire toute cette zone, région des pays dits socialistes à l'est de l'Europe, non, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, qui jouent un rôle important d'ailleurs dans l'OTAN, en tout cas en Europe. Et la question qui s'est posée justement, c'était pourquoi? Pourquoi faire? C'est qu'après la chute de l'Union soviétique, la question c'était de réduire le maximum le poids de la Russie. Euh, donc, c'était une politique militaire qui était le complément des politiques économiques et géopolitiques, plus diplomatiques, etc., des contentions de la Russie. Et non seulement des contentions, au début, dans les années 90, c'était d'essayer de faire de la Russie, en quelque sorte, un pays vassal, entre guillemets, des puissances impérialistes occidentales. Donc, c'est dans ce contexte-là aussi, non, si on remonte tout aux origines des tensions, c'est dans ce contexte-là que la Russie euh, dit qu'elle est encerclée par l'OTAN. Parce que c'est vrai que l'OTAN, elle a avancé, et ça, c'est une réalité. L'OTAN, elle a avancé ses positions autour de la Russie. Est-ce que Et, tu peux clarifier du coup, Philippe? Merci pour l'explication très claire et sur, d'où vient l'OTAN et un peu pour comprendre, parce que c'est vrai que pour les gens qui débarquent et qui n'ont pas un bagage historique des conflits et autres, c'est plutôt difficile à comprendre lorsqu'on ne sait pas en fait d'où vient l'OTAN. Est-ce que tu peux nous dire un peu du coup c'est quoi les positions de révolution permanente autour de cette situation-là, notamment par rapport à l'OTAN cette agression de la Russie contre la population ukrainienne? oui, déjà, la première chose à dire, c'est on revendique le départ immédiat des troupes russes de l'Ukraine. On s'oppose fortement à l'agression russe contre l'Ukraine. Et évidemment, on se solidarise de la population ukrainienne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, aussi, on s'est dit contre justement la militarisation de l'Est de l'Europe de la part de l'OTAN, justement, qui n'ont fait que justement créer une situation où une escalade, elle est à l'ordre du jour, on va dire en permanence, ou en tout cas, elle est tout le temps là, et la possibilité, non, d'une escalade, elle est toujours là, et donc la possibilité d'une escalade, c'est aussi la possibilité de guerres comme on est en train de voir. Et en même temps, on dénonce la politique des puissances occidentales qui imposent des sanctions. Parfois, elles sont ciblées sur des personnalités, des oligarques russes, ou ukrainiens et autres, mais aussi ils imposent des sanctions qui vont toucher directement les conditions de vie de la population russe, mais aussi ukrainienne,
et que finalement ne vont pas faire arrêter la guerre, parce que Poutine l'a déjà dit qu'il s'en fiche des sanctions, qui vont attaquer quand même, parce que pour la Russie, c'est une question de survie, pour le régime russe, c'est une question de survie. Et peut-être on pourrait aborder cette question après. C'est Et c'est- donc, c'est- donc c'est quoi comme sanction que dit l'Union européenne en fait par rapport à la Russie? C'est de quel ordre il y a plusieurs exactement? des sanctions. Il y a des sanctions qui touchent, comme je disais, des oligarques. Et il y a aussi, par exemple, les États-Unis, ils interdisent les investissements des entreprises nord-américaines dans les nouvelles républiques. Nouvelles républiques, en tout cas les républiques du Donbass reconnues par la Russie. Et après, il y a des sanctions qui visent à rendre plus difficile l'accès au marché des capitaux pour la Russie. Et voilà. Mais de toute façon, c'est des sanctions qui pourraient aller en crescendo. Plus la guerre va avancer, peut-être ils pourraient prendre d'autres sanctions, par exemple, bloquant les possibilités de paiement, par exemple, pour l'exportation du gaz russe. Ce qui serait aussi un problème pour l'Europe, d'ailleurs, pas seulement pour la Russie. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon directe ou indirecte, ça va toucher, en tout cas, cette pression va être déchargée sur la population. Déjà en 2014, quand la Russie a annexé la péninsule de Crimée, il y a des sanctions qui ont été mises en place, qui n'ont pas du tout arrêté la politique de Poutine, mais qui ont eu un effet sur la population. Donc depuis 2014, le gouvernement russe, pour faire face justement à ces sanctions, même s'il a pu esquiver un peu, il est en train de tailler, en quelque sorte, dans les acquis sociaux qui restaient dans la Russie, dans la population. Et de plus en plus, il impose des mesures austéritaires et contre la population. Donc on voit, comme on voit aussi dans d'autres pays, les sanctions très dures contre l'Iran, par exemple, n'arrêtent pas du tout le régime, mais par contre imposent des conditions de vie très dégradées sur la population. En Iran, on l'avait vu aussi en Irak contre Saddam Hussein, etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de s'opposer aux sanctions. Philippe, juste une première salve de questions. Les amis, vous êtes 800 et il y a beaucoup de questions. Je vais en faire une seule parce que il y a beaucoup de camarades qui la posent de différentes manières, mais bien entendu, si je peux dire de cette manière-là, c'est sur l'inquiétude de l'élargissement du conflit, au-delà même de la question de l'Ukraine. Et donc, il y a quelqu'un qui déjà te demande, tac, que je retrouve. Voilà, que tout à l'heure tu as dit, pourquoi les autres pays de l'Europe paniqueraient-ils comme s'ils allaient être envahis? Quels autres pays? Les autres pays qui sont à côté de la Russie? En gros, je vais te poser une double question qui se combine un peu à ce bloc de questions qu'on pose. D'une part, vis-à-vis des pays limitrophes, Oui. je pense sur l'élargissement peut-être du conflit, et aussi, bien entendu, vu que c'est un space francophone et qu'il y a plein de camarades qui posent la question par inquiétude, ils se demandent est-ce qu'il y a la possibilité d'un élargissement et d'une guerre qui ne serait plus un conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais qui commencerait à toucher la France, l'Allemagne, etc. Oui, Sans faire bien sûr de la politique de la boule de cristal, mais si toi tu peux ouais. un peu nous éclairer là-dessus, quoi. Non, et les pays qui sont autour de la Russie, ils craignent, ils craignent ils craignent que la Russie, à un moment, ait une politique que justement pour préserver, ou en tout cas renforcer sa sécurité nationale, et elle décide, comme elle est en train de faire maintenant avec l'Ukraine, d'intervenir de façon de plus en plus forte et jusqu'à une invasion militaire, non? Qui pourrait avoir. Mais, voilà, ça c'est la crainte
principal et non une sorte de, comme beaucoup disent, non, même si je mets beaucoup de distance avec ces définitions comme ça, non, que la Russie essaye de recréer l'empire de l'Union soviétique ou l'empire russe d'avant l'Union soviétique, quelque chose comme ça. Je pense que c'est une politique un peu fiction, notamment si on voit les capacités économiques et politiques de la Russie pour faire mener une telle politique. Et aussi de ce côté-là, il faut savoir qu'il y a, après la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, il y a une très 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 forte idéologie anticommuniste qui s'est développée. Il y a une propagande comme quoi la Russie serait non, une sorte je sais pas, des restes du communisme qui restent en Europe, c'est n'importe quoi. On a vu d'ailleurs le discours qui justifie de Poutine, qui justifie la reconnaissance des républiques séparatistes du Donbass, et il est complètement anticommuniste. Et en disant que, voilà, que l'Ukraine c'est une invention communiste, une invention des bolcheviks, de Lénine, etc. Donc, il y a, face à la politique non, de Poutine et de la Russie, de préserver sa sécurité nationale sur le dos des nations autour, il y a, disons, en face, un discours nationaliste, réactionnaire anti-russe, très anti-russe, qui alimente voilà, des peurs, etc., parmi la population et tout. Donc, c'est ça qui justifie, par exemple, que dans des pays comme la Pologne, ils aient une politique très agressive à l'égard de la Russie. Ça, d'une part. Ou dans les pays baltes. Non. Mais ensuite, il y a aussi des craintes hein, dans les pays européens, notamment l'Allemagne et la France, mais notamment spécialement l'Allemagne, parce que c'est des pays qui maintiennent des relations économiques très, très importantes avec la Russie, donc qui ne veulent pas non plus que la situation se dégrade trop, parce que ça touche aussi, c'est pas pour la paix ou la population civile, ça on sait très bien, les puissances impérialistes n'ont rien à faire de ça, mais c'est vraiment, il y a une question de stabilité pour les affaires, et aussi stabilité politique. Il faut savoir que si la guerre elle va au-delà, on fait face à une guerre plus importante, alors que ça c'est devenu un sujet tabou en Europe, on pourrait voir des vagues des réfugiés importants, et sans parler d'autres questions politiques qui pourraient déstabiliser et avoir des conséquences dans toute l'Europe. Ça, et est-ce que le conflit pourrait aller au-delà et toucher des pays comme la France, l'Allemagne et d'autres? Et on ne sait pas où ça va aller ce conflit. Que ça pourrait aller. Si le conflit va plus loin, si, mettons, Poutine décide d'aller plus loin, mais qu'en plus il rencontre une résistance en face, et que pour X raisons, la guerre ne fait qu'escaler, escaler, escaler, oui, on pourrait se trouver dans c'est la crainte principale de voir que le conflit échappe du contrôle. Et ça, c'est la crainte Mais principale. c'est quand même assez dingue cette déclaration de Poutine là, qu'il a fait notamment pour le lancement de l'offensive contre l'Ukraine, où il parle justement un peu de l'artillerie, un peu une sorte de déclaration d'autorité, rappelant que c'était une des puissances nucléaires les plus importantes, qu'il y avait énormément de matériel sophistiqué, de nouvelles technologies d'armement, etc. C'est assez dingue en fait, parce qu'il dialogue avec qui en fait quand il fait ça? Il essaye d'impressionner qui? Parce qu'on voit bien que c'est au-delà même de l'Ukraine ce qu'il essaye de faire. Mais oui, mais la discussion, dès le début, la Russie discute avec les États-Unis. Et ils ne voulaient même pas discuter avec les Européens au début. La Russie discute avec les États-Unis parce qu'ils savent que c'est les États-Unis. Si les États-Unis décident de mettre la pression, de faire pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'il cède même partiellement à certaines des revendications de la Russie, ils pourraient l'obtenir. L'Ukraine est en train de devenir une sorte de monnaie d'échange entre ces puissances là. Alors, évidemment, là, il dialogue, ou en tout cas, il envoie un message aux États-Unis et à l'OTAN en général, non, mais principalement aux États-Unis.
Évidemment que personne, même pas la Russie, veut une guerre avec les puissances occidentales. Ça, il faut le savoir. Et ce serait vraiment un désastre pour le monde, mais aussi ils savent que c'est très très risqué. La Russie, elle est en même temps en train de tester, parce que Poutine, il sait très bien que au sein de l'OTAN, c'est pas un bloc unifié. Il y a des divergences, comme je disais, la position des États-Unis et de ses partenaires, entre guillemets partenaires, en réalité, c'est des vassaux et d'Europe de l'Est, elle est beaucoup plus dure à l'égard de la Russie. Mais l'Allemagne et la France ont une autre position. Ils ont essayé jusqu'à présent de faire les modérateurs, les médiateurs de la situation. Et c'est un échec, parce qu'aujourd'hui, on se trouve avec la Russie en train de bombarder l'Ukraine. C'est un échec. Mais c'est aussi un test lancé par Poutine pour l'OTAN, pour tester l'unité de l'OTAN. Et voilà, c'est ça. Et d'autre part, le fait de dire oui, on a une puissance nucléaire et autres, c'est pour aussi dire attention, n'intervenez pas en Ukraine et qu'on soit obligé d'aussi utiliser la force contre vous, en quelque sorte. Mais j'insiste hein, sur quelque chose. Il faut pas. On ne sait pas où, jusqu'où ça va aller, cette guerre. Mais pour l'instant, c'est dans l'intérêt des personnes qu'il y ait une guerre d'ampleur entre des puissances mondiales, on va dire. La Russie est contre des puissances plus importantes de l'OTAN. C'est pour ça que l'OTAN a déjà dit et les Occidentaux en général vont se limiter à des sanctions et à la limite à l'assistance militaire et économique de l'Ukraine face à la Russie. Mais elle ne va pas intervenir directement, jusqu'à présent, en tout cas. C'est les coordonnées. La situation évolue de minute en minute. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et Une, voilà. Philippe, une question du coup un peu plus en lien avec la France. On demande qu'est-ce que tu penses de la position en fait, notamment française d'Emmanuel Macron et si possible, si tu peux dire par rapport à certains candidats à la présidentielle, notamment sur leur position. Voilà, celle de Macron dans la situation par rapport à ce qu'il a fait, mais également les déclarations récentes de différents candidats. Moi, je dis toujours que dans le cadre d'alliances impérialistes des grandes puissances occidentales, la France est un des pays les plus russophiles. On le voit, il y a Fillon qui travaille aujourd'hui dans une grande entreprise russe. Sarkozy a la même chose. Valérie Pécresse a travaillé pendant longtemps en Russie. Et la France, c'est peut-être le pays, ou je crois que c'est un des pays, ou le pays européen qui a le plus de business en Russie. Et évidemment, ça a une conséquence sur la politique de l'État et des différents gouvernements. Et Macron, il a essayé de jouer un rôle de modérateur ou d'intermédiaire. Et, et c'est un échec, sa politique. Il a beaucoup fait aussi par rapport à l'élection présidentielle, non, pour se présenter comme, voilà, comme dirigeant d'une puissance qui est là pour résoudre, pour apaiser, etc. Il avait même, à un moment, dit que les Européens devaient avoir une politique et un dialogue à part, même s'il disait complémentaire, non, mais à part par rapport aux États-Unis. Et donc voilà, la politique de Macron, c'était ça, c'était d'essayer apparaître comme l'intermédiaire entre les parties en conflit. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas marché et ça s'explique par différentes raisons. Mais en même temps, comme je disais, la France, elle est dans des alliances occidentales avant contre l'Union soviétique et qui gardent une certaine comment le dire pour ne pas utiliser un mot trop erroné, mais pas fidélité, mais une certaine loyauté à l'égard de ses partenaires occidentaux. Donc, elle doit aussi parfois il adopte une posture un peu dure vis-à-vis de la Russie.
Et parce qu'en plus, d'ailleurs, non, entre parenthèses, sur d'autres scénarios, la France et la Russie sont opposées, dans des camps opposés. Mais voilà, la politique de la France, elle était là. Mais comme je l'ai dit au début, elle ne défend pas du tout les intérêts de la paix, des citoyens, pour sauver des vies, etc. C'est la stabilité pour les affaires. Et on sait très bien que quand ces puissances-là décident qu'il faut faire la guerre, ils le font. Et la France, c'est une puissance très guerrière d'ailleurs. Et elle mène des guerres un peu partout dans le monde. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à voir. Ensuite, en France, il y a eu la réaction de plusieurs candidats. Et certains, comme Jadot, donc qui ont plus une position plus euh, anti-russe, entre guillemets, non? Et plus, oui, pro-OTAN et tout. Mais moi, j'ai vu notamment la position de Mélenchon qui m'a interpellé un peu, et parce que tout en dénonçant non, la pensée enfin, l'agression de la Russie, et en mettant ses distances vis-à-vis de l'OTAN, il y a un discours, lui aussi, non? On sait que Mélenchon, il a un truc de patriotisme qui met plus très en avant. Mais moi, j'étais un peu interpellé surtout parce qu'à un moment, il dit, s'il y a une guerre, nous, les Européens, nous sommes les premières victimes. Comme ça. Et en plus, nous autres Français, il dit comme ça, nous sommes parmi les principaux investisseurs en Russie. Mais ça veut dire quoi? Moi, en tout cas, je ne m'identifie pas du tout avec les capitalistes de Total ou autres grandes entreprises qui investissent en Russie, qui font des affaires. Ils ont des très bons rapports avec le régime russe. Je pense que qu'il y a parfois non, là, je n'ai pas vu, ou peut-être c'est des trucs qui sont passés, je n'ai pas vu, hein, et des positions trop pro-russes. Il y en a, mais en tout cas, sont de plus en plus, on va dire, dissimulées. Mais aussi, d'autre côté, on a des positions qui sont, je sais pas, pratiquement sanctions contre la Russie, une position plus dure de l'OTAN, etc. Et alors que, en tout cas, pour nous, on voit qu'il y a une agression de la Russie, mais aussi que la politique de l'OTAN, c'est une politique aussi agressive. L'OTAN même et les États-Unis, c'est pas pour remonter aux années 90, mais là, depuis le début de cette crise, et tous les discours en annonçant toutes les semaines qu'il va y avoir une invasion, c'est une façon de participer aussi à l'escalade. Et donc, je pense que ça, c'est assez problématique. Moi, je pense qu'ici, en tout cas, les travailleurs, la jeunesse, le mouvement ouvrier devraient se positionner et avoir je sais pas, des initiatives rapidement contre la guerre pour dénoncer la politique de Poutine, mais aussi celle de l'OTAN, mais ou des nationalistes aussi ukrainiens et russes. Non, il ne faut pas oublier que aussi ce conflit il est très complexe parce que aussi on a des nationalistes qui mettent en avant des figures collaboratrices avec les nazis contre la Russie, par exemple. Du coup, il y a une question interpellation un peu où on me dit, donc il y a eu, vous n'avez pas relevé qu'il y a eu deux coups d'État défavorables aux intérêts russes en Ukraine malgré les élections et que ces régions se sont autoproclamées indépendantes suite à cela. Poutine avait toujours dit, avant la mort du président du Donbass, que c'était ukrainien. Et donc l'OTAN n'a-t-elle pas poussé Poutine à intervenir finalement? Voilà. En gros, est-ce que c'est pas un peu l'OTAN qui a cherché, ce qui est en train de se passer? Et la politique de l'OTAN amène à ça. Pour être clair, oui, la politique de l'OTAN amène à une situation de friction et de tension permanente. Parce que, comme je disais au début, c'est une politique d'encercler pour encercler la Russie. Et à un moment, c'était pour essayer même de la vassaliser, en quelque sorte, de la transformer dans un État complètement servile aux intérêts des grands capitalistes occidentaux. Cette politique a échoué.
Et aujourd'hui, il s'agit aussi, il ne faut pas oublier que en 2018, si je ne me trompe pas, les États-Unis ont sorti un document en disant que la Chine et la Russie étaient les principaux adversaires de l'ordre mondial et de la démocratie et tout le blabla qu'ils mettent autour de ça. C'est-à-dire que la Russie et la Chine sont désignés clairement par un document officiel comme des ennemis ou oui, les principaux rivaux des États-Unis et des Occidentaux en général, les forces démocratiques, comme ils s'appellent, au niveau mondial. Donc oui, quand vous avez une politique comme ça, évidemment que ça amène à un moment à avoir des frictions et des potentielles guerres. Ça, c'est sûr. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus oublier que la Russie elle-même, elle a une politique qui essaye de dominer et oui, de dominer d'autres pays. Et dans le cas de l'Ukraine, c'est clair, l'Ukraine est devenue un pion de l'un ou de l'autre. Il y a les Occidentaux qui utilisent l'Ukraine pour mettre la pression sur la Russie, mais la Russie, elle dit que l'Ukraine, c'est un territoire, un pays euh, c'est un pays central pour sa stratégie de défense, mais j'ai pas, il ne faut pas non plus naturaliser ça. C'est quoi cette histoire? Comme quoi que pour se défendre d'une éventuelle attaque, on utilise un autre pays comme un bouclier humain. C'est quoi la stratégie de défense? C'est quoi? C'est de dire que si on m'attaque, d'abord on défonce l'Ukraine et après on verra. C'est ça, c'est ça la stratégie russe. Donc oui, il y a une politique de l'OTAN qui est agressive, qui n'est pas du tout de la paix ou défensive ou quoi que ce soit. Non, elle est agressive, mais aussi la politique de la Russie, et c'est une politique complètement réactionnaire qui naturalise le fait que la Russie ait le droit d'utiliser d'autres nations, d'autres peuples, le territoire d'autres pays pour sa propre défense. Et donc, c'est une négation de l'indépendance de l'Ukraine. Comme l'OTAN et les pays occidentaux aussi nient l'indépendance de l'Ukraine. Hein. Une, une autre question, Philippe, on demande là, c'est plus par rapport à ce qui est annoncé notamment à Moscou et peut-être dans d'autres villes de Russie, à savoir les mobilisations importantes anti-guerre. Savoir un peu ton avis là-dessus sur est-ce que ça va permettre de bouger la situation et et de calmer Poutine. Oui, sur ça, je ne sais pas qui est en train d'appeler ça, si c'est la population ou si c'est bah, la population, je veux dire, la population de façon spontanée, ou si c'est des forces de l'opposition russe qui existent. Non, notamment dans les grandes villes qui sont en général voilà, composées des classes moyennes, supérieures, classes moyennes un peu libérales, éclairées des grandes villes, notamment à Moscou, Saint-Pétersbourg, etc. Mais il y a une réalité. Et la population russe n'est pas favorable à une guerre. Et en tout cas, les enquêtes, différentes enquêtes qu'il y a eu ces derniers mois, montrent que la population russe, même la base sociale qui soutient Poutine, n'est pas pour une guerre et encore moins contre l'Ukraine. Poutine, il a fait un discours il y a quelques mois, ou un article, mais bon, c'est dans ce discours, ça revient aussi, en essayant de dire que, en gros, l'Ukraine les Ukrainiens et les Russes, c'est en gros la même chose, un même peuple. Et, et beaucoup de Russes partagent ça, hein. Beaucoup de Russes, notamment les plus anciens, qui étaient au sein de l'Union soviétique, vous voyez, oui, l'Ukrainien, Russe, c'est plus ou moins la même chose, c'est un peuple frère, on va dire. Non? Donc, voir des images des soldats russes en train de bombarder des civils ukrainiens, c'est quelque chose de contre-productif pour Poutine et très polémique que la population russe ne veut pas voir, ne veut pas entendre. Et aussi parce que depuis au moins 2015, 14-15,
avec les sanctions économiques et aussi les interventions militaires russes en Syrie et autres, la population n'en peut plus des guerres et n'en peut plus des guerres parce qu'en même temps, il y a le niveau de vie qui descend, qui baisse. Donc, justement, une autre enquête montrait que parmi les inquiétudes les plus importantes des Russes en ce moment, c'est la question économique, sociale, et non la politique internationale les guerres et compagnie. Donc, je pense qu'il y a une base réelle d'opposition à la guerre, mais je ne sais pas, ces manifestations-là, concrètement, si c'est quelque chose de spontané qui vient de la population ou c'est quelque chose plus de l'opposition un peu libérale, pro-occidentale qu'il y a, c'est possible, de toute façon. Il faudra voir, j'ai pas assez de, j'ai pas pu voir en détail et ça, De, l'information là aujourd'hui, mais en tout cas, je sais qu'en général, il y a un sentiment au sein de la population russe qui est pas trop pour la guerre et encore moins contre l'Ukraine. Ça marche. Philippe, juste deux autres questions et après on fera monter vite fait. Il y a quelques demandes. On va essayer de faire monter exceptionnellement là pour ça. Oui. Et puis après faire une conclusion. Mais juste deux questions. La première, c'est d'un point de vue ukrainien. On demande est-ce que l'Ukraine va avoir une attitude passive ou est-ce qu'elle va se défendre uniquement sur le sol ukrainien? Il y a aussi une autre question que du coup je vais combiner avec ça qui demande quelles sont les capacités de réponse de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Est-ce que en fait militairement ils se font bouffer ou est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité que le président ukrainien décide d'attaquer la Russie par n'importe quel moyen, quoi. Moi, je vois difficile que l'Ukraine attaque la Russie. Elle va se défendre et va essayer de se défendre. Et je ne sais pas si, d'un point de vue militaire, même si depuis 2014, l'armée ukrainienne s'est beaucoup plus renforcée et améliorée. Elle a eu des entraînements et formations par l'OTAN, etc. Donc, c'est une armée mieux préparée qu'en 2014 pour faire face à une invasion. Est-ce que ça, c'est suffisant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'un point de vue militaire, moi, j'ai l'impression, hein, mais il faut voir, parce qu'une guerre, c'est pas seulement des capacités techniques, c'est aussi des questions subjectives et du moral, même des troupes et tout. Et je ne sais pas si militairement, l'Ukraine va pouvoir repousser une offensive de la Russie. En plus, ça dépend quel type d'offensive. Si c'est une invasion, c'est une chose. Si c'est des bombardements sur des équipements militaires, des bases militaires, etc., c'est autre chose. Mais après, il y a une question qui n'est pas seulement militaire, c'est politique. Est-ce que la population ukrainienne elle-même, elle va résister? Dans l'Est, à Donetsk et à Lugansk, il y a une population qui est plutôt, on va dire, non, réputée pro-russe et les russophones et compagnie. Mais si les troupes russes finalement avancent au-delà de ces territoires contrôlés dans le Donbass, est-ce que la population ukrainienne va résister passivement ou est-ce qu'il pourrait y avoir des sortes de résistance, même militaire ou paramilitaire, en sachant qu'il y a eu déjà des forces paramilitaires, notamment d'extrême droite, non, ukrainiennes, qui sont allées combattre dans le Donbass. Ça, c'est une part. Mais je ne parle pas seulement ou simplement des forces d'extrême droite, mais des simples citoyens qui, pour une question de défense nationale, ils pourraient se défendre de façon militaire, que ce soit avec des tactiques un peu de guérilla, je ne sais pas, ça reste à voir, mais aussi politiquement. Et même dans le cas où la Russie gagne et fait même tomber le gouvernement ukrainien actuel, il met un gouvernement pro-russe à la place, mettons, non? Enfin, mais qui soutiendrait ce gouvernement? Est-ce que la résistance politique
à un tel gouvernement ou à une occupation éventuelle ou à la politique russe et ne pouvait pas se faire sentir. Moi, je pense que c'est ça un point faible de la Russie. Et, à mon avis, enfin, j'ai cette impression quoi, qu'il pourrait y avoir de la résistance, que la résistance il va y avoir, il y a déjà. Mais est-ce que après l'Ukraine pourrait aller au-delà et attaquer la Russie? Moi, je ne le vois pas trop, à moins qu'il y ait, je sais pas, un front, là oui, d'autres puissances, d'autres pays qui viennent en aide et qui, je ne sais pas, voilà, qui pensent qu'ils sont en mesure d'aller, je sais pas, renverser Poutine. Mais moi c'est un peu, je fais politique fiction, mais je le vois pas trop. L'autre question qu'on posait, c'était plus par rapport à la situation de la France et de l'Afrique, entre guillemets, dans le sens où on demande est-ce que la position de la France, elle n'est pas aujourd'hui fragilisée à l'échelle internationale, géopolitique, notamment avec le fait qu'elle ait subi une défaite avec le départ des troupes militaires du Mali. Oui, la position de la France au niveau international, il recule depuis des années. Et la position de la France recule depuis des années, peu à peu, graduellement, mais elle recule, c'est clair. La situation de la France au Mali aujourd'hui, au Sahel en général, et l'opération Barkhane, qui est un échec. Et on se dirige vers l'échec peut-être total, mais c'est déjà un échec. Et oui, évidemment que ça conditionne beaucoup. En plus, justement, je parlais qu'il y avait des scénarios où la France s'affrontait à la Russie. Là pareil, au Mali, il y a les groupes paramilitaires privés Wagner, qui est étroitement lié au Kremlin et qui met en difficulté la France. Et, et oui, oui, la France, elle est dans une position affaiblie au niveau international. Ça fait des années que la France essaie d'apparaître comme une puissance capable d'être déterminante dans les affaires et les dossiers les plus importants au niveau international. Ça s'est passé en Syrie, en Libye, mais au Sahel, où c'est la France directement, et là maintenant en Russie. Et à chaque fois, on voit des échecs. À chaque fois. Et à chaque fois, la France n'arrive pas à s'imposer comme une grande puissance qui détermine les choses. Même dans sa propre opération, sa propre intervention au Sahel, elle se trouve challengée, un peu, comment dire, mise au défi par quelques militaires russes et un gouvernement militaire malien. C'est très, très faible, disons, pour un pays qui est une grande puissance encore, hein, mais oui, qui est en train de subir quelques revers depuis quelques années. Oui. Je Oui, disais, oui. on va prendre juste quelques interventions et puis après, il y aura juste quelques questions et on conclura ce space d'ici, je pense, d'ici 30 minutes. Mine Sacha, je crois, c'est ça le nom, si tu peux y aller. Ouais, donc c'est juste une partage d'une info assez intéressante que j'ai pu obtenir parce qu'en fait je suis russophone. Euh, je sais pas si vous avez vu comment les séparatistes ont utilisé en fait les communistes qui étaient en fait dans l'est de l'Ukraine pour pouvoir en fait accéder au pouvoir et ensuite les jeter. Et le fait qu'en fait la machine de propagande russe a utilisé les communistes de manière locale là-bas pour accéder au pouvoir, mais aussi au niveau de la Russie, ils ont donc fait de la propagande que l'extrême droite ukrainienne était en guillemets au pouvoir et voulait tuer tout le monde à travers entre guillemets les nazis ukrainiens, mais eux-mêmes en fait ont toujours employé des milices d'extrême droite, y compris en fait quand ils sont allés intervenir en Ukraine à l'est. Je sais pas si vous aviez vu cette info et ce que vous en pensez en fait en tant que marxiste. Merci Mine. Moi, personnellement, je n'ai pas vu, mais je laisserai après Philippe répondre. Je te remercie pour ton intervention. Je fais mon... Juste pour clarifier une chose par rapport à ma position, je suis pas, juste qu'on soit clair, je suis pas anticommuniste, je suis communiste libertaire. D'accord, oui. Donc, c'est juste pour... Pas de problème. Il y a 313, vas-y. Oui, merci. Bonsoir. Bonjour. Assalamu alaikum. Donc, c'est une question à notre ami
par rapport à Poutine, en fait, on voit que Poutine, en fait, il y a une certaine fascination pour Poutine de l'extrême droite et d'autres, en fait, les sphères complotistes, conspirationnistes, pour d'autres raisons. Et en fait, j'aimerais que, parce que, en fait, dans son allocution, il a prétendu dénazifier une partie de l'Ukraine, ou en tout cas l'Ukraine, alors que lui-même, en fait, revendique un nationalisme exacerbé et il a le culte de la force. Donc, j'aimerais que tu nous en dises plus sur son idéologie et cette fascination de l'extrême droite pour Poutine. Merci à toi, 313. Philippe, je te laisse peut-être répondre là aux deux questions, aux deux interventions. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux dire deux mots là. Vas-y. Les deux questions sont liées. Oui, il y a des groupes nationalistes ukrainiens qui sont ouvertement néo-nazis, quoi. Il y a aucun doute. Et on peut le voir dans les images, et dans leur discours, etc. Ça ne veut pas dire que le pouvoir en place aujourd'hui, c'est un pouvoir néo-nazi. Ça c'est de la pure propagande, et ni même fasciste qui veut, je sais pas, qui veut exterminer les russophones. Mais par contre, c'est un pouvoir qui cède à la pression des groupes d'extrême droite néo-nazis ukrainiens. Et en plus, quand on parle de l'extrême droite, c'est pas l'extrême droite à la française ou à l'occidentale où il se présente aux élections, même si c'est des racistes, pro-impérialistes, tout ce qu'on dénonce et tout. Quand on parle de l'extrême droite en Ukraine, on parle d'une extrême droite qui a, comme je disais, de l'expérience de la lutte paramilitaire. Ils ont des camps d'entraînement militaires. C'est une extrême droite beaucoup plus proche de l'extrême droite fasciste des années 30 que l'extrême droite qu'on voit actuellement en Europe occidentale et dans d'autres pays, qui est une extrême droite raciste et tout ça, mais qui n'est pas de ce même type, on va dire, non? Mais je suis complètement d'accord que disons, les combattants du Donbass pro-russes, il y a un paquet qui sont des fascistes, des néo-nazis. Et le pouvoir russe, Poutine, il est à la tête d'un gouvernement, d'un pouvoir bonapartiste, un pouvoir très fort, non? Bah, en tout cas, où la figure présidentielle, la figure personnelle de Poutine a un point important, mais qui compose avec différentes ailes de la politique nationale, qui peuvent être plus libérales, d'autres plus dures, d'autres plus nationalistes. Et lui, il y a eu un moment une politique de répression contre les groupes d'extrême droite en Russie, mais aussi de collaboration avec les groupes d'extrême droite. Donc, en Russie aussi, il y a du côté de Poutine, on va dire, une collaboration importante avec les groupes d'extrême droite. Ça, d'une part. Ensuite, la question sur l'admiration de l'extrême droite vis-à-vis de Poutine. Sur les communistes. Oui, il y avait aussi. Vas-y, pardon. Ah oui, le truc des communistes. Non, vas-y, continue. Et après, il y avait aussi la question sur les communistes. Mais vas-y, continue là. Oui. Non, mais avant de passer à ça, oui, la question des communistes et tout. Et Poutine, c'est très contradictoire parce que, comme je disais, son discours, il était profondément anticommuniste il y a 48 heures. Mais en même temps, c'est un opportuniste qui utilise le fait qu'il y a des nationalistes ukrainiens qui renversent des statues de Lénine pour parler à sa base populaire qui peut avoir un peu de nostalgie vis-à-vis de l'Union soviétique pour dire voilà pourquoi c'est des nazis et pourquoi nous on va on va défendre la population russophone et compagnie. C'est-à-dire il utilise de façon opportuniste parce qu'un jour il dénonce ça, mais de l'autre jour il dit qu'en même temps que l'Ukraine c'est une invention de Poutine, de Lénine, n'importe quoi, de Lénine, voilà. Et donc, justement, pour faire le pont avec l'autre question qui était sur le fait que l'extrême droite a
certaine admiration de Poutine. Oui, parce que c'est un homme fort non, et il en a en gros, non, entre guillemets. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est un dirigeant fort, qui va comme ça. Donc c'est un peu la lubie de l'extrême droite. Mais il n'y a pas que de l'extrême droite. Il y a plein à gauche qui sont pro-Poutine. Énormément à gauche qui sont pro-Poutine. Comme si Poutine était... on fait comme une vieille politique qu'on appelle compiste, non? Il y a l'impérialisme d'un côté, et de l'autre côté, il y aurait un camp anti-impérialiste dont ferait partie Poutine. Mais Poutine, déjà, il n'est pas du tout anti-impérialiste, d'une part, et surtout, ce n'est pas l'Union soviétique non plus l'État qu'il dirige. C'est un État complètement capitaliste, la Russie aujourd'hui. Et Poutine, c'est un dirigeant qui défend les intérêts des capitalistes russes. Et c'est un dirigeant anticommuniste. Et il a une politique qui est la réaction sur toute la ligne. Et ça, c'est évidemment que ça, c'est plus compatible en quelque sorte avec l'extrême droite, mais à gauche aussi, il y a parfois non, certains courants qui sont pro-Poutine parce que voilà, ils le voient comme quelqu'un qui s'oppose aux Occidentaux. Mais c'est pas parce qu'il s'oppose aux Occidentaux qu'il est impérialiste. Même je pense que Poutine, au fond, Poutine, je dis Poutine, mais c'est pas la personne, c'est le régime. Le régime à la tête duquel il y a Poutine aurait bien aimé pouvoir avoir des bonnes relations avec les Occidentaux, avec certaines puissances occidentales en tout cas, et continuer les affaires avec les multinationales occidentales et les capitaux impérialistes. Ça, il n'y a aucun doute. Donc voilà, un peu pour la question de l'extrême droite. Philippe, je te propose juste deux questions et je te laisserai après faire une conclusion un peu sur les perspectives. Et juste pour dire à toutes celles et ceux qui sont connectés, on essaiera de faire des spaces de toute façon régulièrement en fonction de la situation et de son avancement pour pouvoir systématiquement être à jour. Mais il y a deux questions. La première, c'est les conséquences, notamment sur le pouvoir d'achat des Français par rapport au gaz, etc., à la montée. Savoir un peu quelles peuvent être les conséquences aujourd'hui de cette guerre et notamment du rapport entre la Russie et la France. Un peu savoir quel est le niveau de dépendance énergétique de la France. Et il y a une deuxième question, je te la pose maintenant. On demande en gros, est-ce qu'il y a des possibilités que cette situation-là, en fait, ouvre un sorte de mouvement, je dirais, un peu anti-guerre, etc., ou en tout cas des mobilisations insurrectionnelles ou quasi-insurrectionnelles, notamment en France, où il y a une situation déjà complexe, fragile, etc., notamment avec ces 5 années de lutte de classe qui viennent de s'écouler, la campagne présidentielle, la hausse du pouvoir d'achat. Un peu, voilà, j'ai essayé de résumer à ma manière un peu toutes ces questions-là, mais qui demandent beaucoup. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences de lutte de classe en France et peut-être à l'échelle internationale par rapport à ce qui est en train de se passer? Voilà, la première sur le pouvoir d'achat et les conséquences un peu de cette guerre sur l'énergie. Et la deuxième sur est-ce qu'il y a la possibilité d'un surgissement de lutte de classe dans d'autres pays? Oui, les deux questions sont liées. La France, je crois qu'elle dépend à hauteur de 20% du gaz russe. Elle a d'autres sources d'approvisionnement. Mais l'Europe, en général, il y a des pays qui dépendent à 100% en Europe du gaz russe. Et c'est sûr que cette guerre, elle est déjà en train de faire monter les prix du pétrole et du gaz. C'est évident. Et donc, si la situation se maintient, pardon, s'aggrave et ça continue dans le temps, ça s'est perpétué un peu dans le temps, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat, c'est évident. Et non seulement du gaz. Il y a une autre donnée importante, c'est que la Russie et l'Ukraine, c'est deux exportateurs, c'est parmi les principaux exportateurs de blé dans le monde. Si la guerre continue,
il pourrait y avoir une augmentation, ça pourrait affecter la production de blé, et il pourrait y avoir une augmentation du prix du blé, et donc de la farine, qui est à la base de presque, pas tout, mais beaucoup de choses, non? Dans le panier alimentaire. Et ça veut dire quoi? C'est des augmentations des prix des denrées alimentaires, et non seulement en Europe, mais dans le monde. Et donc, on sait qu'en 2008, quand il y a eu, je crois, si je ne me trompe pas, une sécheresse importante qui a touché la Russie et qui a envoyé, voilà, a fait monter les prix, on a vu dans des pays très pauvres de la planète, comme Haïti et autres, ce qu'on appelait les révoltes de la faim. Donc, d'une façon ou d'une autre, cette guerre pourrait aussi avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat, sur la capacité de certaines personnes, notamment les plus pauvres, les plus démunis, à pouvoir acheter ces aliments, et pas des aliments, des denrées alimentaires. Et donc, oui, il y a une potentialité ensuite des luttes des classes par rapport à ça, d'explosion sociale par rapport à ça. Si ça se maintient dans le temps, effectivement, il pourrait y avoir des conséquences, oui, là-dessus. Moi, je pense que c'est un des scénarios, et peut-être ne sont pas trop discutés, mais que la guerre, c'est pas seulement une question de destruction et des morts directement liées à la guerre, mais toutes les conséquences économiques et sociales qui vont avec. Et de ce point de vue, c'est très important. Et pas que ça, la Russie aussi, le gaz russe sert par exemple en Allemagne pour produire des fertilisants, une autre denrée très importante pour la production alimentaire, et des médicaments. Ça veut dire qu'il y a déjà dans l'économie mondiale une tendance à l'inflation en ce moment. Cette guerre ne pourrait que accentuer ces tendances-là et donc dégrader les conditions de vie des travailleurs des couches populaires, les secteurs les plus pauvres de la société, et éventuellement, même si c'est pas mécanique, il faut pas faire des pronostics mécaniques, mais en tout cas, ça pourrait être un élément qui, qui oui, qui produisent, comme on dit, des phénomènes d'explosion sociale et des luttes de classe. Philippe, je t'avais dit que c'était la dernière question, mais il y a une toute dernière qui je trouve qui est importante. On n'en a pas Oui. parlé, c'est la Chine. Et notamment, il y a eu des annonces de la Chine là, concernant Taïwan. Et on demande en gros un peu quelle est ta vision par rapport à ça, notamment aux annonces de la Chine, et quelle va être l'attitude de la Chine dans ce conflit, ou en tout cas, quelle est son attitude pour l'instant par rapport aux déclarations et à l'envahissement de l'Ukraine. Oui, j'ai pas vu les dernières déclarations de la Chine, mais plus en général dans ce conflit, la politique des États-Unis, notamment de l'OTAN, sont en train de pousser la Russie et la Chine à former un bloc défensif. Et même si la Chine et la Russie ont des intérêts parfois contradictoires ou concurrentiels dans certaines aires de la planète, d'un point de vue commercial et diplomatique ou autre, et l'agressivité et l'hostilité, la politique même des États-Unis, de l'OTAN, tout le monde le sait, du déploiement de plus en plus important militaire autour de la Chine pour l'encercler, une grande politique qu'on appelle le pivot vers l'Indo-Pacifique de la part des États-Unis, inquiète beaucoup Pékin, et donc je pense qu'en plus ça en quelque sorte oui, pousse la Chine et la Russie à créer un bloc défensif de fait. D'ailleurs, ils ont fait une réunion avec l'Iran aussi il y a quelques semaines. Donc, peu à peu, on voit tous ceux qui sont attaqués par les États-Unis et les Occidentaux commencer à former un bloc défensif. Pour l'instant, la Chine n'a pas dit qu'elle n'a pas reconnu non, les républiques séparatistes. Que je sache, elle n'a pas reconnu, non, je pense que non, de toute façon. Il y a quelques pays qui ont reconnu les républiques séparatistes.
du Donbass, mais il n'a pas non plus condamné la Russie. La Chine, clairement, pour l'instant, je pense que il va se maintenir un peu à l'écart, sans se mettre au centre de la question pour l'instant en tout cas, mais clairement, ce qui est sûr, il ne va pas mener des politiques contre la politique de la Russie. Non, parce que pour elle, c'est important aussi, voilà, de protéger la Russie en quelque sorte, c'est se protéger elle-même. Je ne sais pas si c'est clair que ça. Très, ouais, c'est très clair. Philippe, je te laisse juste faire une petite conclusion peut-être sur un peu les perspectives, sur la nécessité de se mobiliser, etc., avec, sur une position qui est la nôtre, c'est-à-dire ni Russie ni OTAN, quoi, en contre les positionnements, notamment des gens qui soutiennent un peu les positions impérialistes, etc. Un peu savoir une petite conclusion là-dessus sur ta vision sur les perspectives pour la séquence qui vient de s'ouvrir. Oui, oui, non, la situation, elle est très grave. La situation, elle annonce que des catastrophes en réalité pour les travailleurs et la population en général, non seulement d'Ukraine, mais de la région, même du continent européen. Et comment on dit, les conséquences au niveau international, on a discuté un peu, mais peuvent être catastrophiques. Et je pense qu'il faut réaffirmer la politique, en tout cas notre position, qui est celle de dire qu'il faut s'opposer aux troupes russes, exiger le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine, imposer le stop à cette agression russe sur l'Ukraine, mais en même temps dénoncer la politique des sanctions de l'OTAN envers la Russie, qu'en réalité c'est contre la population russe, et aussi contre la politique de militarisation de l'Est de l'Europe, qui ne peut que amener à des situations comme ça, voire pire. Et dans ce contexte-là aussi, réaffirmer le droit de l'Ukraine à l'indépendance, mais qui, dans ce contexte-là, où l'Ukraine devient un pion ou une monnaie d'échange entre la Russie et les Occidentaux, et c'est clair que la seule façon d'obtenir une indépendance véritable aujourd'hui, c'est qu'il y ait la classe ouvrière qui se mette à la lutte, se mette à la tête d'une lutte indépendante contre l'agression de la Russie, mais aussi contre l'OTAN et les tentatives aussi de contrôler de l'OTAN. Ça veut dire on lutte dans une lutte révolutionnaire pour une Ukraine indépendante, ouvrière et socialiste. Moi, je pense que ça peut paraître très lointain, etc., mais c'est la seule issue qui pourrait garantir, en tout cas, ces droits à l'indépendance de l'Ukraine aujourd'hui. Et, et même si... Et ça peut s'accélérer de toute façon. Enfin, il peut y avoir une accélération brusque. Je disais, il peut y avoir une accélération brusque qui fait qu'il y a un chamboulement à l'échelle européenne, sinon mondiale, en vérité. Ben oui, 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 bien sûr, il pourrait, il pourrait y avoir une accélération. Les guerres sont très dangereuses pour la bourgeoisie. On dit toujours le capitalisme c'est la guerre. Oui, mais la bourgeoisie c'est pas la première option les guerres. Hein. Les guerres sont très dangereuses parce qu'il peut y avoir aussi un échec. Et un échec, ça pourrait être un échec un truc que j'ai pas dit, mais un échec en Ukraine de la Russie, c'est 1000 fois plus coûteux qu'un échec de l'OTAN en Ukraine. Et si la Russie se trouve embourbée en Ukraine, c'est un échec et ça pourrait remettre en cause et mettre en danger même le régime russe. Mais pour que cette crise éventuelle ou pour que ça soit exploité par des façons progressistes, par les travailleurs, les classes exploitées et opprimées, etc., il faut qu'il y ait un mouvement ouvrier indépendant et organisé. Mais depuis la chute de l'Union soviétique, le problème c'est qu'il y a eu une politique systématique des capitalistes locaux et internationaux pour miner le mouvement ouvrier dans ces pays-là, sans compter toute la politique du stalinisme qui a nié
la possibilité des travailleurs de s'organiser de façon indépendante des syndicats et des partis officiels. Donc, c'est une situation très difficile, mais que, en tout cas, le pari qu'on doit faire, ça doit être du côté de la classe ouvrière dans une action indépendante des différentes forces réactionnaires, que ce soit la Russie, l'OTAN ou même les forces des nationalistes réactionnaires en Ukraine. Ça marche. Philippe, je te remercie énormément. Je voulais toutes et tous vous remercier pour votre participation. Le Space est enregistré depuis le début, donc celles et ceux qui ont rejoint en cours, je vous invite à regarder, à réécouter depuis le début, notamment où on introduit sur la situation. Je voulais réaffirmer, et notamment en tant que candidat dans cette présidentielle 2022, qui vraisemblablement va être totalement chamboulée avec la situation qui vient de s'ouvrir entre l'Ukraine et la Russie, apporter toute ma solidarité, toute notre solidarité aux masses et à la population ukrainienne, et réaffirmer encore plus qu'il faut en finir en fait avec cette politique, avec ces politiques militaristes, ces politiques impérialistes, cette politique de l'OTAN, cette politique autoritaire, bonapartiste notamment de Poutine, et de rappeler que systématiquement ce sont leurs guerres et puis derrière ce sont nos morts que l'on compte, parce que c'est toujours les plus faibles, c'est toujours les exploités, les opprimés qui, ben oui, ne pourront pas se barrer. Ils n'ont nulle part où aller, ils sont obligés de subir, ils sont obligés de vivre dans cette situation. Et puis, qui dit guerre dit aussi des morts, mais dit aussi des déplacements de population à venir. On parle par exemple de l'Ukraine, de presque 5 millions d'Ukrainiens qui sont dans les prochaines heures à quitter l'Ukraine. Et vous le savez, hein, et c'est systématiquement derrière les discours de l'extrême droite, des soi-disant patriotes et autres, c'est de soutenir ces positionnements militaristes, impérialistes, etc. Et puis quand il y a des personnes qui essayent pour leur survie, pour leur famille, d'essayer de se sauver de terrains de guerre et qui essayent du coup de survivre dans d'autres pays, on va commencer à mettre des barbelés, des murs, etc. et à dire restez chez vous, alors qu'on participe à la déstabilisation de population. Donc voilà, je voulais juste réaffirmer toute notre solidarité avec la population ukrainienne dans cette phase. Et je nous invite toutes et tous à suivre de près la situation. Et puis comme disait Philippe, c'est clair qu'il y a une coordonnée qui va être centrale. Ça va être la situation de la classe ouvrière, non pas uniquement en Ukraine, non pas uniquement en Russie, mais à l'échelle internationale dans cette prochaine phase. Et c'est clair et net que, comme on dit, les masses laborieuses, lorsqu'elles se mobilisent, lorsqu'elles décident de lutter, lorsqu'elles décident de dénoncer les différents impérialismes et de dénoncer notamment les interventions militaires et les guerres, est capable d'énormément de choses. Donc voilà, je vous invite à suivre la situation, et puis on essaie de se faire un space prochainement. Voilà, en fonction de la situation, s'il y a une accélération, on lancera ça. Et voilà. Merci beaucoup, Philippe. Et désolé encore pour. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Il y a plein de demandes aussi. Mais à charge de revanche pour les prochaines, j'essaye d'en garder certaines de côté, et puis on les posera à Philippe sur le prochain space. Voilà. Merci beaucoup. Philippe. Merci à tous et à bientôt. Salut, ciao.